Voilà ceux qui répondent correctement aux questions. Voilà où je vous emmène. Franchement, ça donne envie, Lassana Camara. Ça va, oui. Est-ce que vous avez déjà commenté un match de football là-bas? Oui, j'ai déjà visité Madagascar, comme beaucoup de pays africains. Bah pour vous, c'est pas la peine. Le billet d'avion, Voilà. il est annulé. Il n'y a que 3 personnes qui jouent ici. Dommage pour vous. Voilà, Madagascar. On remercie bien sûr l'Office du tourisme de Madagascar pour ces merveilleuses images. N'hésitez pas à voyager. Comme on dit, voyager, c'est aussi s'ouvrir l'esprit, s'évader, etc., etc. Et c'est bon pour la santé. Allez, on poursuit. Donc, vous avez vu qu'il y avait quand même Baba qui est là. Baba, c'est... Non, Baba, doucement. Tu vas aller à Madagascar. Tu vas aller à Madagascar. Tu ne peux pas payer ton billet, mais tu vas aller à Madagascar bientôt, t'inquiète pas. Alors, Baba, aujourd'hui, toi, tu nous parles de qui, de quoi? De Kelvin Do, c'est un jeune prodige sierra-léonais et à partir de déchets électroniques, il va se rendre utile à sa communauté et à bas âge, donc à suivre. Vous en avez entendu parler ou pas? Non, jamais. Ouais, voilà, on a des talents africains exactement qui existent, qui innovent, qui sont repris par les différents grands pays et il est important pour nous de les connaître et c'est pour ça qu'on les met en exergue ici dans cette émission Diasp Africa. Ok, donc nous avons voyagé, l'ambiance est un peu mollasson quand même. Est-ce que les buzzers fonctionnent encore une fois? Ok, très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, ouais, ça va. Ok, mesdames et messieurs, moi, je vous propose tout de suite de jouer, oui, la culture générale. Oui, on apprend ici sur le plateau de Diasp Africa. Et on va voir le niveau sur le plateau. On va voir, encore une fois, il y a un billet d'avion destination Madagascar, un billet digital, un billet physique, un billet fictif, on ne sait pas. On aura la réponse après. Alors, c'est parti, question. Après l'Amazonie, où se trouve la deuxième plus grande forêt tropicale du monde? Congo. C'est-à-dire RDC, République démocratique du Congo. C'est exactement ça. RDC, la République démocratique du Congo. Après l'Amazonie, c'est le Congo. Alors, c'est dommage, vous auriez, la lauréate, vous auriez dû gagner, mais vu que vous avez commencé par dire le Congo sans dire la RDC, les Congolais qui nous regardent de Kinshasa ne sont pas satisfaits de la réponse. Le billet vous passe sous le nez. Merci. On a le point. Vous avez quand même un point, Merci. effectivement, vous avez quand même un point. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Le programme est dense. Nos invités sont très actifs et on va les découvrir dans un instant. Et moi, je vous propose d'accueillir et d'applaudir notre premier invité. Il s'appelle Lassana Camara. Alors, Lassana Camara, bienvenue à vous. Alors, je tiens à le dire, vous êtes l'un des plus grands journalistes sportifs africains, reconnu par les plus grands clubs. Votre parcours atypique d'homme de ménage à journaliste sportif a suscité l'intérêt de nombreux médias. Oui, on le voit dans de nombreux médias. Vous tapez son nom, vous allez voir qu'il est très présent et son histoire intéresse et surtout inspire. Faisant presque de vous une star. Vous êtes une star sur le continent africain, vous êtes une star sur les terrains de foot. Il faut savoir que des fois même, on préfère le prendre en photo plutôt que Mbappé. Vous confirmez ou pas? Pas encore. Après Diasp Africa, vous allez voir que ça va arriver. Et voilà, et donc vous êtes aussi également rédacteur en chef de Africa Foot United. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc voilà, comme on a dit, vous participez au plus grand match. Alors moi, la première question, quand on dit journaliste sportif africain, ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai vu une interview de vous, et notamment d'un journaliste sportif donc français, qui disait que, effectivement, des journalistes sportifs africains, il n'y en a pas beaucoup, et vous apportez quelque chose de différent. Votre vue, votre vision, et puis en plus, le fait qu'il y ait beaucoup de sportifs africains fait que vous allez peut-être pointer du doigt certains aspects qu'eux n'auraient pas pointés. On est d'accord? Il y en a beaucoup, mais il faut se spécialiser, il faut avoir un terrain où on va s'éclore. Moi, mon projet, mon dada, c'est de suivre les joueurs qui ont des origines et des racines africaines. Donc c'est pour cela que je suis l'équipe de France au quotidien, l'équipe d'Allemagne, les clubs Real Madrid, Marseille, PSG et tout ça. Donc du coup, à force d'aller sur le terrain, je me retrouve à être un des rares journalistes de couleur, entre guillemets, à suivre l'équipe de France au quotidien.
Donc là, ça te donne, par rapport aux joueurs, tout le monde te connaît directement, de facto. Et par rapport à la presse française, ouais, tu te fais remarquer. Et après, c'est à toi de s'imposer avec sérieux, à travers tes questions, à travers tes relations. Et là, c'est pas donné, il faut Bien sûr, il faut travailler, c'est important. C'est-à-dire que vous êtes un des rares journalistes sportifs qui a atteint ce niveau-là, en tout cas avec l'équipe de France, etc., les grands clubs. Mais néanmoins, vous avez travaillé pour ça, vous êtes un passionné de foot. Et votre histoire, elle est assez marrante. Hein. Quand on dit d'homme de ménage, les gens se sont dit, mais comment ça, d'homme de ménage à journaliste sportif? On va dire qu'il n'y a pas de... Chaque métier que vous faites, il y a peut-être une opportunité derrière. C'est vraiment le message que je retiens. C'est ça. Chaque métier qu'on fait, en fait, quand on dit homme de ménage, je ne faisais pas... Le ménage, ce n'était pas un travail que je le faisais à temps plein. J'étais étudiant en journalisme et le bon Dieu a fait que il m'a fallu un peu d'argent pour financer les études. Le bon Dieu a fait que j'ai trouvé quelqu'un qui me donnait 1 heure de ménage par jour. Mais c'est dans un journal, c'est Dieu qui t'a amené là. Donc pendant quelques mois, c'était au Parisien, le journal Le Parisien dans le 91. Pendant quelques mois, je venais, je faisais le ménage, je partais. Un jour, il y a un journaliste qui avait un souci pour rejoindre Patrice Mboma. Ils avaient rendez-vous pour boucler un article. Et moi, j'avais son numéro. Je l'appelle, il répond. Après, c'est à partir de là qu'ils ont su que ouais, celui qui est en train de faire le ménage, c'est un étudiant en journalisme et tout ça. Donc, ils m'ont récupéré. C'est comme ça que je suis rentré dans le bain. C'est fou, hein, les circonstances comme ça. Et finalement, aujourd'hui, vous en êtes où vous en êtes. Et encore une fois, vous êtes rédacteur en chef, vous avez votre propre média. On parle de médias, des gros médias où vous travaillez, mais vous avez aussi votre propre média qui se focalise sur le continent africain, sur les joueurs africains. Et ça, c'est très important, notamment quand on est ici sur Diasp Africain. Alors, finalement, quand vous avez accès donc, à ces joueurs d'origine africaine, quel est le retour que vous pouvez faire les concernant? Sont-ils sympas? Pensent-ils à l'Afrique? Est-ce que l'Afrique bat toujours en eux? Est-ce que ce sont des gens sympas qui ont envie de faire des projets sur le continent? Qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres? Non, premièrement, ils ne sont pas sympas. De premier abord, ils ne sont pas sympas. Premièrement, tu es de couleur. Deuxièmement, ils ne sont pas sûrs que tu es journaliste. Il faut vraiment montrer et démontrer que tu es journaliste. On te prend de haut. D'accord. On te prend de haut premièrement. Même par rapport aux journalistes français, tout le monde te prend de haut au premier abord. Mais c'est à toi de t'imposer avec le sérieux. C'est à toi d'être original. Il y a des questions où, en conférence de presse ou en jeune mix, que toi tu peux poser, un journaliste français ne peut pas le poser ou ne le sait pas. Moi, par exemple, le premier match de Kylian Mbappé en équipe de France, on était au Stade de France. En jeune mix, moi, je lui pose la question, Kylian, avant de porter le maillot de l'équipe de France, est-ce que l'Algérie ou le Cameroun vous ont sollicité pour arborer leurs couleurs? Mais il y a beaucoup de journalistes français qui ne savaient pas que Mbappé, sa mère était algérienne et son père était camerounais. Là, je donne une information déjà à la presse française. Mbappé, en me répondant, il confirme. C'est déjà une information déjà. Pour la presse française. Ah, ils disent, ouais, ces journalistes-là, ces jeunes-là, il n'est pas con. Et après, à force d'aller sur le terrain, il y a beaucoup de journalistes, ils n'attendent que le match. Moi, je pars aux entraînements. Donc après, demi-finale de la Coupe du Monde, 1 heure du temps ou 2 heures du temps avant la demi-finale en Russie, à Saint-Pétersbourg, j'ai réussi à rentrer dans l'hôtel de l'équipe de France. Je tombe sur Didier Deschamps, je tombe sur Umtiti, Samuel Umtiti, c'est lui qui a marqué ce but-là contre la Belgique. Il était avec Giroud. On les parle. Donc, à force d'être sur le terrain, tu t'imposes le respect. Donc, c'est à nous, quel que soit le domaine, quand on est africain, quand on a des origines africaines, on est mené 1-0 déjà. Donc, c'est à nous de se battre pour égaliser et c'est à nous de se battre pour mettre le deuxième but pour qu'on nous respecte. Il ne faut pas se leurrer. On ne va pas te respecter, on ne va pas t'ouvrir la porte, mais c'est à toi de pousser pour que la porte s'ouvre en se battant, en étant sérieux, en étant réglo. Donc, moi, j'ai fait les entraînements, j'ai fait le terrain. Je fais toute l'Europe, je m'occupe de tous les joueurs qui ont des origines africaines en Europe. Je pars en Allemagne, je pars aux Pays-Bas, etc. Dans toutes les équipes, on sent que l'Afrique porte le football mondial. D'accord, c'est très intéressant et vraiment bravo pour les mots que vous dites.
Donc bientôt la CAN, bien sûr le mondial aussi qui arrive aussi à grands pas. Donc certes, il y a les pays africains aussi que vous suivez, parce qu'il y a l'équipe de France, c'est très bien, mais aussi sur le continent africain, les équipes du continent africain, c'est aussi votre cœur de métier, l'Afrique et les joueurs africains et les équipes africaines, les tournois africains. Oui, l'Afrique, avant, les pays venaient en France pour s'entraîner ici, faire le match amicaux. Maintenant, ça a changé. C'est au Maroc, c'est en Côte d'Ivoire. Maintenant, là où il y a les pays africains, moi j'ai fait tout pour y être là. Et d'ailleurs, c'est pour cela que souvent on me demande, vous êtes de quel pays? Je suis de la Mauritanie, ça se trouve où? Vous êtes sénégalais, vous êtes marocain, vous êtes algérien, vous êtes camerounais, je suis africain. Et je suis fier d'être africain. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. On continuera avec vous pour avoir plus d'informations concernant le football mondial, le football africain et bien sûr nos joueurs africains. Donc avec grand plaisir. Merci, on peut vous applaudir encore ici. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes encore une fois sur Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique. Et on continue, ça tombe bien, belle transition, Baba. Nous allons avec toi en Sierra Leone, où là, et oui, un jeune encore a trouvé quelque chose qui révolutionne, toi qui change le quotidien de nombreuses personnes sur le continent africain. Alors aujourd'hui dans Ils font l'Afrique, nous allons mettre en l'honneur un jeune Sierra-Léonais, Kelvin Do. Et imaginez-vous qu'à l'âge de 11 ans, à Freetown, au Sierra Leone, il se mettait à fouiller les poubelles à la recherche de déchets électroniques. Donc à chaque fois qu'il était dans les poubelles de son quartier, il accumulait, il ramassait des déchets électroniques. On se demandait mais pourquoi faire? Est-ce que vous pouvez, par exemple Lassana, est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets électroniques? Juste Cédric, peut-être? Cédric? Non. Donc, à l'âge de 13 ans, après 2 ans de recherche, parce que c'était quelqu'un il réussit l'exploit de créer ses propres batteries avec les déchets électroniques. Et ensuite, il va créer des générateurs. Et pourquoi? Parce que dans son quartier, il y avait des coupures de courant intempestives. Et il s'est mis à créer donc ces générateurs pour que son quartier puisse avoir accès à la lumière. Ça ne s'arrête pas là. Avec ces déchets, 2 ans plus tard, il va construire sa propre radio. Une radio, mais une radio communautaire. Il va faire passer de la musique et au-delà de ça, des informations. Au Sierra Leone, en 2016, du temps de Ebola, il a profité de sa radio pour permettre aux jeunes qui ne pouvaient plus aller à l'école de suivre des écoles grâce à sa radio. Et donc, petit à petit, les gens se sont rendus compte. Et aux États-Unis, le MIT de Massachusetts aux États-Unis l'a invité parce qu'ils se sont dit, mais comment ce jeune de 15 ans puisse créer des radios? Il s'appelait DJ Focus. Et on l'invite là-bas et on lui donne même un prix de 50 000 qu'il retourne en Sierra Leone et pour créer d'autres pour créer d'autres produits communautaires. Donc il a créé aussi des panneaux solaires et à chaque fois il revenait pour son pays. Aujourd'hui, il est au Canada, mais il permet avec sa fondation de créer d'autres et faire des formations aux jeunes pour leur dire, si vous avez de l'inventivité, créez. Et je voulais mettre en l'honneur ce jeune Kelvin Do, parce que dès l'âge de 11 ans, on se demandait mais pourquoi il faisait ça, et il le faisait pour sa communauté. Super. Bravo. Bravo. Pour le coup, Aoucha, je me retourne vers vous. Ça vous inspire, et surtout de savoir qu'un jeune de 11 ans finalement prend ce type d'initiative, crée ce genre de projet? Complètement, c'est inspirant, c'est impressionnant et merci de mettre à l'honneur ce type de profil-là, parce que justement, des fois, on sous-estime un petit peu les capacités des enfants et là, clairement, la preuve en est que même en étant enfant, on peut aider sa communauté, on peut aider même à une échelle internationale, on peut aider le monde en fait, parce qu'avec ce qu'il a créé, d'autres peuvent s'en inspirer et créer. Donc bravo à lui, il faudrait que plus d'enfants découvrent ce genre de profil en fait. Exactement, et voilà, exactement, qu'ils découvrent plus ce profil. En tout cas, on voit qu'ils ont des capacités monstres. On va en parler dans un instant par rapport au livre que vous écrivez. Vous êtes autrice et bien sûr à la tête d'une maison d'édition, Anka Élévation. Alors, merci beaucoup Baba, merci pour cette découverte. La Sierra Leone était à l'honneur ici sur Diaspora Africa. Allez, c'est parti, on continue cette émission avec toujours, on va voyager. Ouais, on va continuer à voyager, on voyage toujours. Et je ne vous ai pas posé la question, je ne me souviens pas Baba, tu me diras.
Vous avez vos passeports avec vous, hein? On va dire oui. Billet d'avion annulé. Personne ne gagne un billet d'avion dans cette émission, c'est terminé. On ne peut pas venir sur le Diaspora Africa sans billet d'avion, quand même, sans passeport. Pour le coup, là, vous allez repartir sans billet d'avion. Allez, mesdames et messieurs, ça sera peut-être pour vous. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, Instagram, YouTube. Et voilà, peut-être que vous allez gagner le voyage vers Madagascar. Eh oui. Allez, ne soyez pas fâchés, chers invités, on poursuit. Et là, destination le Ghana. Et oui, saviez-vous que Stevie Wonder était devenu ghanéen? Non. Eh bien, on regarde tout de suite Stevie Wonder ghanéen. Allez, c'est parti. Tour d'Afrique. C'était le lundi 13 mai, à l'occasion de son 74e anniversaire, que l'icône musicale américaine Stevie Wonder a reçu la nationalité ghanéenne, un certificat de citoyenneté et un passeport remis directement par le président Nana Akufo-Addo. Since a little boy, I always believed in my heart that there was nothing impossible. Mr. President, I thank you for your heart, for understanding that the only way that the world can move forward is that we come together as one piece to do so. What is unfortunate is that too many people are too blind to see it. But I, with complete inner visions, I know that it is just a heartbeat away. I thank you. I'm glad he has decided to make Ghana his home and thereby join several generations of African diasporans who committed their lives to us. Depuis 2019, au moins 1500 Afro-Américains se sont installés au Ghana, à la suite d'une campagne menée par le gouvernement ghanéen. Baptisée l'année de retour, cette campagne, qui marquait les 400 ans de l'arrivée des premiers Africains réduits en esclavage aux États-Unis, a incité de nombreux afrodescendants de la diaspora à entreprendre un voyage spirituel. Une opportunité économique pour le Ghana qui cherche à stimuler son économie et à développer son tourisme. Cette stratégie, le Bénin a voulu l'adopter aussi. Depuis le 8 mai, un projet de loi veut autoriser l'obtention de la nationalité béninoise par tous les afrodescendants du monde. Seule condition, avoir un ascendant africain subsaharien déporté dans le cadre de l'esclavage. Allez, de retour sur le plateau de Diaspora Africa. Et oui, je vous l'ai dit, il est devenu ghanéen. Donc, je pense qu'il a fait comme tous les Américains, les Afro-Américains, fait son test ADN et il viendrait du Ghana. Et quoi qu'il en soit, c'est une initiative qui est très développée donc, au Ghana, à savoir que le président l'a dit, retour au pays, back to Africa. Donc n'hésitez pas, si vous avez des origines ghanéennes ou si vous êtes afro-descendant des Antilles, des États-Unis, vous pouvez récupérer la nationalité ghanéenne. Je sais que le Bénin aussi a fait la même chose, donc c'est bien. Ils ont une terre d'accueil et puis il est content avec son petit boubou. Voilà. Voilà, donc bienvenue en Afrique à vous, Stevie Wonder, qui a prêté serment et surtout serment d'allégeance au Ghana. Allez, on continue cette émission avec notre deuxième invité du jour. Oui, vous attendez aussi à Awisha. Awisha arrive dans un instant. Mais place à Cédric Yamdieu. Cédric Yamdieu qui nous parle d'entrepreneuriat, qui nous parle de son think tank, qui nous parle de recommandations pour le continent africain, qui nous parle de plein de choses qui font bouger les choses surtout. Allez, Cédric, à votre tour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, moi, forcément, la première question, je me dis, OK, vous avez plein de bagages, vous avez plein de savoir, de compétences, et surtout, vous travaillez sur ces compétences, vous faites de la recherche, etc., concernant le développement du continent africain. Vous êtes originaire du Cameroun. C'est ça. Comment se fait-il que le Cameroun ne vous ait pas appelé pour participer à l'essor du développement du continent africain, à l'essor du Cameroun? D'accord.
Alors, en fait, déjà, même si le pays ne m'a pas appelé pour l'essor du Cameroun, à travers les initiatives que nous portons, parce que je ne suis pas seul, on est une douzaine dans le think tank, une trentaine en fait dans le think tank. On essaie de contribuer vraiment au développement du Cameroun à notre manière et en Afrique en règle générale de manière globale, à travers les recommandations dont vous avez parlé. D'accord, on va en revenir dans un instant, mais pour le coup, moi je vais réinsister sur ma question initiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes quand même un jeune brillant, originaire d'Afrique, du Cameroun, parce qu'il y a le Cameroun, mais il y a d'autres pays d'Afrique qui pourraient vous appeler. Mais est-ce que si on vous appelait, vous iriez? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que de participer? Parce que c'est bien de faire des recommandations, mais de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, c'est encore mieux. Ouais, effectivement, si le Cameroun m'appelle, je vais sauter le pas pour répondre à l'appel pour un cri de cœur. C'est effectivement une des motivations qui nous pousse à vouloir s'impliquer vraiment au développement du continent. C'est d'abord la passion, le patriotisme pour le continent, pour l'Afrique, pour le Cameroun dans mon cas en règle générale. Je contribue à ma façon de manière différente. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Alors, les recommandations que vous les faites à l'Afrique entière, aux institutions. Et donc, c'est quel type de recommandations? C'est-à-dire qu'il y a des recherches qui sont faites, il y a des travaux profonds qui ont été effectués, et ensuite vous revenez avec des recommandations. Comment ça se passe? Alors, dans le think tank, chaque membre a sa spécialité. Donc, l'éducation, la finance, l'entrepreneuriat, etc., etc. Et on essaie d'avoir des meetings où en fait, on choisit en fait, des thématiques en fonction de l'actualité du moment, en fonction des avancées. Par exemple, sur l'éducation, par exemple, on a fait une recommandation qui a été très pertinente sur comment refonder l'éducation en Afrique donc à travers un modèle panafricain qui est basé sur la Corée du Sud. On essaie de donner ces recommandations à travers des audiences, à travers des forums, à travers des plateaux, à travers des médias, pour pouvoir alerter en fait les décideurs sur la problématique, par exemple, de l'éducation, qui pour nous est le cœur même de la transformation du continent. Et donc du coup, on a fait des recommandations aussi sur la zone de libre-échange continentale qui a été mise en place, qui a été décidée. Et donc on a essayé d'entrer en profondeur en fait sur ces analyses pour pouvoir conseiller en fait que ce soit les décideurs, que ce soit du privé ou du secteur public. Il faut comprendre que c'est des recommandations, c'est des analyses qui ont pour but d'être implémentées. Et parfois, l'agenda socio-politique, économique de nos décideurs sont différents en fait des recommandations des analystes. C'est pour la raison pour laquelle, on pourra expliquer plus tard, on a créé notre think tank Afropreneur et Media Leader, vraiment pour être plus dans l'action. D'accord, c'est-à-dire pour le coup, on aime être dans l'action ici sur Diaspora Africa, parce qu'effectivement, parler, écrire, recommander, c'est très bien, mais c'est encore mieux quand c'est appliqué. Donc concrètement, vous avez décidé de passer une étape, à savoir, ok, c'est que des recommandations, maintenant nous on va agir sur le terrain. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Afropreneur et Media Leader, c'est le think tank dont Afropreneur pour l'Afrique et Leader pour Leadership, Emerging pour l'émergence du continent africain. On s'est dit qu'on va faire plusieurs actions. On va se concentrer sur la jeunesse africaine parce que la jeunesse africaine, certains disent que c'est un bombe à retardement. Pour nous, on pense que c'est une force vive pour la transformation du continent. Tout à l'heure, on a parlé des différents jeunes qui ont innové et on pense que c'est là où en fait, on doit structurer nos actions. Donc, on se base sur deux piliers, l'entrepreneuriat et le leadership, parce que nous pensons que c'est les deux piliers qui permettront en fait de transformer et de reconstruire le continent. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que, la première chose, c'est qu'on a un fellowship. On choisit 15 leaders chaque année qu'on accompagne à travers des masterclass. Chacun d'entre eux ont des mentors dans différentes catégories, donc que ce soit dans l'industrie, dans l'entrepreneuriat, dans la carrière, qui les accompagnent. Ils font des masterclass aussi sur plusieurs thématiques, le business, l'entrepreneuriat, l'oratoire. L'oratoire, c'est important pour être un bon leader, la recherche de financement et aussi l'impact communautaire. On voudrait, à travers ces 15 leaders, que ces leaders créent d'autres leaders, créent des associations et créent d'autres leaders pour pouvoir en fait, à leur niveau, en fait, impacter leur communauté. La deuxième action, c'est les bourses d'études. Donc, chaque année, on essaie d'octroyer avec des partenaires comme Usmanisa et autres, on essaie d'octroyer des bourses d'études pour les jeunes qui sont admis dans les universités ou dans des centres universitaires en France. On travaille, que ce soit en Tunisie, plus récemment en Tunisie et en Algérie et aussi au Sénégal. Donc, on les accompagne à travers ces bourses d'études. Et le troisième, c'est un forum biannuel qu'on appelle le forum qu'on a fait la dernière fois qu'on a fait le forum, c'était à la mairie de Vincennes avec des personnalités comme la ministre Elisabeth Moreno ou bien des directeurs ou des cadres supérieurs, enfin des dirigeants, des décideurs en fait dans les banques pour pouvoir en fait
travailler sur la thématique de la transformation économique du continent. D'accord, très intéressant. Pour finir, vous êtes quand même un expert, on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, à savoir l'éducation. On sait que c'est une priorité, notamment pour le continent africain. Oui. Alors, vous êtes là à donner des recommandations. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous recommandez à nos États, à nos chefs d'État, peut-être qui regardent cette émission? Vous leur diriez quoi? Alors, je dirais qu'en fait, la première chose, il y a plusieurs points dans l'éducation. La première chose, c'est se dire qu'aujourd'hui, en 1960, le Sénégal, le Cameroun avaient le même PIB que la Corée du Sud, par exemple. On s'est dit qu'aujourd'hui, la Corée du Sud est parmi les top 10 pays mondiaux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont misé 25% de leur budget sur l'éducation. C'est pour ça que vous voyez, ils n'ont pas de ressources naturelles. C'est pour ça que vous voyez des géants mondiaux comme Huawei, comme Hyundai, qui, en fait, sont leaders dans le marché. Donc, la première chose, c'est qu'on ne va pas changer la recette. Il faut vraiment, sur le point de vue budgétaire, mettre entre 20 et 25% des recettes, en fait, sur l'éducation. Donc, ça, c'est du point de vue moyen. Maintenant, sur le point de vue action, c'est-à-dire il faudrait mettre en avant les langues nationales. On s'est dit que c'est important de renforcer le mindset des jeunes, des moins jeunes, à travers la mise en place des langues nationales. C'est-à-dire, par exemple, au Rwanda, une des raisons pour laquelle le Rwanda s'est transformé, c'est la mise en place des langues nationales, le Swahili et enfin, on a parlé de l'anglais, mais de Swahili. C'est pour ça que le Rwanda, ils ont une bonne gouvernance, c'est-à-dire ils ont une transformation du mindset de leur population. Et, beaucoup qui jouent sur l'inclusion. Le fait exactement. De parler les langues. Et au Nigeria, l'État de Lagos a mis en place le Yoruba comme langue de la province, en fait. D'accord. Et après, il y a d'autres recommandations. Mais la plus importante, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il y a environ plusieurs millions de jeunes, environ 15 millions de jeunes qui recherchent de l'emploi chaque année dans le continent. Donc, on s'est dit qu'il faut mettre l'entrepreneuriat sous la forme de jeux, en fait, de jeux collectifs. Pour pouvoir en fait faire émerger des idées, des projets, et des ambitions. Des ambitions. Aouisha, vous, l'éducation, c'est pour ça que j'ai posé la question. L'éducation, pour vous, elle est primordiale. L'inclusion, pousser les jeunes à travers différents supports. Et vous, c'est ce que vous faites depuis quelques années déjà? Complètement. Depuis 2020, j'ai toujours été impliquée dans l'école, par rapport à mes enfants, par rapport à mes engagements aussi, donc les associations de parents d'élèves. Et donc quand on fait partie de cet univers-là, on voit tout de suite en fait les manquements, les besoins. Et la chose que j'ai constatée, c'est que certaines populations n'ont pas accès aux mêmes ressources, ne serait-ce que, enfin, ce qu'on considère nous comme étant basique, le livre. Pourquoi? Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent l'expliquer. Et on va en parler dans un instant quand vous allez prendre la parole. Attention, elle vous a donné envie de continuer. Non, il va falloir patienter, mesdames et messieurs. On la garde au chaud. C'est une femme, les femmes, le meilleur à la fin. Non, je rigole, messieurs, ne faites pas la tête. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, Cédric Yabus. C'est un plaisir. Quoi qu'il en soit, on aura le plaisir de vous retrouver encore une fois dans nos émissions prochaines quand on parlera donc de sujets éducation, l'impact de la diaspora, l'apport de la diaspora, etc., la gouvernance. Donc, on n'hésiterait pas à vous inviter ici sur Diasp Africa. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé de se divertir, de sortir, d'aller à des événements, d'aller à des colloques, d'aller à des rencontres. Oui, monsieur Lassana Camara, oui, avec l'agenda des diasporas offert par Orange Monnaie Europe. Eh bien, voilà, vous allez voir que vous allez avoir un programme très chargé. Allez. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe.
Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos événements, vos conférences. On met tout sur l'agenda des diasporas, c'est votre émission encore une fois, et on essaie de promouvoir ce que vous faites, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, on en parle. Allez, on continue cette émission dans un instant. Fat Bintou va nous rejoindre pour nous parler de dynamique africaine. Et oui, les Nana Benz, vous les connaissez peut-être, oui et non, et oui, elles ont gagné beaucoup d'argent, ces Nana Benz. Et on aura un petit débat à la fin. Ouais, c'est les téléspectateurs qui nous envoient des questions, des photos, et on débat ici sur le plateau de Diasp Africa. Allez, on va poursuivre avec Pitch. Pitch, vous le savez, donc des fois, on a des téléspectateurs qui viennent pitcher leur projet, mais des fois aussi, on vous donne la possibilité à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, peu importe où ils se trouvent, eh bien, de pitcher leur projet et de nous envoyer la vidéo. On ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui souhaite participer. Allez, c'est parti pour Pitch. UL représente notre marque et MAP, je vais dire carte en anglais, UL Map, la carte de UL. On a eu l'idée de créer un jeu éducatif pour toute la famille qui permet de revaloriser l'image de l'Afrique, bien souvent associée à beaucoup de négatifs. Il s'agit d'une carte magnétique en bois sur l'Afrique qui permet non seulement de bien connaître la géographie, mais surtout de s'instruire sans même s'en rendre compte. Comme vous pouvez voir, chaque pièce correspond à un pays qui illustre une image qui se rapporte à une partie de l'histoire ou de la culture. Et si vous ne savez pas à quoi correspondent les images, pas de panique, on a créé ce livret qui permet de tout savoir sur la carte. Il est traduit en français, en anglais, en arabe et en swahili. Par exemple, la pièce du Soudan. On a tendance à parler des pyramides en Égypte, mais est-ce que vous saviez qu'il existe des pyramides au Soudan bien plus anciennes et bien plus nombreuses qu'en Égypte? Ça, c'est un fait marquant que l'on raconte dans nos livrets. Avec la UL Map, nous créons des jeux qui parlent de nous, qui parlent de nos territoires, de notre histoire. Ce que l'on veut, c'est changer la perspective que l'on a de nos territoires à travers l'éducation, notamment l'éducation des jeunes. Alors, pour nous soutenir ou pour découvrir la carte de l'Afrique et également d'autres jeux de UL, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, nos réseaux sociaux ou à nous appeler. Voilà, de retour sur le plateau. Belle idée. Alors, qui valide? Vous considérez que c'est une belle idée ou qu'en pensez-vous? Très belle idée. C'est-à-dire? Très belle idée. Ça permet justement aux enfants dès le plus jeune âge, on en revient toujours à ça, hein, de mieux connaître l'Afrique, de se familiariser avec la spécificité de chaque pays. Donc, je pense que c'est intéressant. D'autant plus, je pense qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de voir ça à l'école, pour ceux qui sont en tout cas en France. Donc je pense que c'est très intéressant. Vous validez, Lassana et Cédric? C'est une très belle idée parce que ça permet aux enfants de connaître l'Afrique de manière beaucoup plus intuitive et par des interactions. On a parlé des pyramides au Soudan. Je ne savais pas qu'il y avait des pyramides au Soudan. Oui, exactement. Oui, vous l'achèteriez pour vos enfants? Non, mais c'est énorme, c'est extraordinaire. Par exemple, le pyramide au Soudan, je viens de l'apprendre, alors que quand on est journaliste, on a l'impression de tout connaître, mais on ne peut pas tout connaître. Donc, ce genre d'idée, c'est très important. Exactement. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos pour qu'on puisse les diffuser ici dans votre émission Diasp Africa. Allez, mesdames et messieurs, vous êtes encore une fois sur Diasp Africa. On va faire un court moment de pause et puis on revient. Allez, à tout de suite. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. De retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de Diasp Africa avec nos invités. Nous avons Awisha Traoré, nous avons Lassana Camara, nous avons Cédric Kiamdieu et bien sûr Baba Dem. Encore une fois, bienvenue à vous. Alors, on continue cette deuxième partie d'émission et avec Awisha dans un instant. Mais avant, on va réveiller tout le monde. Les buzzers fonctionnent toujours?
Je pensais qu'Awisha avait enlevé les piles pendant la pause. Hein, c'est possible. Ici, là, ils ont meilleur. Alors qu'il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de billet d'avion à gagner. Mais ce n'était pas grave. Mesdames et messieurs, vous aussi, vous jouez, qui êtes à la maison. Alors, question. Quel est le plus grand, facile, quel est le plus grand producteur de cacao au monde? Côte d'Ivoire. Bien sûr, facile. On vous applaudit. On vous applaudit. La Côte d'Ivoire, tout simplement, effectivement, avec 2,2 millions de tonnes produites en 2022. Donc, c'est le plus grand producteur de cacao au monde. Donc, voilà. On a un peu de Côte d'Ivoire en nous, le matin, le midi et le soir. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission. Bravo encore une fois à vous, Lassana Camara. On poursuit avec vous, Awisha. Awisha, notre troisième invité. Mesdames et messieurs, on parle d'édition ici sur le plateau de Diaspora Africa avec Awisha. C'est parti. Alors, Awisha, vous êtes à la tête d'une maison d'édition, Anka Elevation, et vous êtes autrice de différents livres pour enfants. Alors, forcément, question, pourquoi la maison d'édition? Pourquoi devenir autrice? Je suppose que ce n'était pas votre métier d'origine. Vous avez basculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vraiment tout un processus qui m'a amenée là aujourd'hui. Donc, j'ai toujours été quelqu'un d'engagé dans l'enfance, dans l'éducation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre justement de mon investissement dans les associations de parents d'élèves, j'ai vu au plus près les manquements qu'il peut y avoir de la part de l'institution, mais aussi le fait que les enfants n'ont pas forcément accès aux mêmes ressources pour pouvoir s'épanouir et réussir. Et comme j'ai toujours écrit, voilà, donc j'ai essayé d'associer un petit peu ces différentes compétences-là, mes engagements aussi militants. Et donc, je m'aperçois que même si on travaille à essayer d'offrir plus de livres à des bibliothèques, etc., on a un problème de contenu, surtout pour nous qui sommes issus, ici on nous appelle issus de l'immigration, mais bon, voilà, on va dire quand on est de la diaspora. Moi, le problème essentiel que j'ai rencontré, c'est de trouver des livres qui étaient inclusifs, où il y avait ce qu'on appelle ici de la diversité. Je trouvais qu'il y avait un déséquilibre énorme au sein de la littérature jeunesse française, mais finalement, en faisant des recherches, c'est pas propre à la France, c'est occidental en fait ce problème de représentation. Et du coup, ma façon de contribuer, ça a été d'écrire très rapidement. On se heurte en fait aux grosses maisons d'édition qui volontairement, pour ma part, j'estime, en tout cas, parce qu'elles ont la possibilité d'ouvrir le champ de possible en permettant à des personnes concernées d'écrire et de publier, mais justement, c'est restreint. Donc, très rapidement, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait créer sa propre solution. Et dans mon sillage, je voulais aider aussi des auteurs qui, comme moi, ont la volonté un petit peu de changer cette représentation dans la littérature jeunesse. Pour le coup, je vous coupe concernant les grandes maisons d'édition qui, finalement, bloquent. Mais est-ce qu'elle ne bloque pas parce que finalement, il n'y a pas de public? Est-ce qu'elle considère qu'il n'y a pas de public acheteur qui vont éventuellement se procurer donc, les différents livres que vous mettez à vendre? Alors, j'irai même pas aussi loin. Je pense qu'il y a une méconnaissance déjà de ce public-là. D'accord. Déjà, je pense qu'il y a une méconnaissance de ce public-là. Il y a aussi tout un préjugé, tout un imaginaire qui est que ces personnes-là ne lisent pas forcément ou préfèrent plus se divertir que lire. Du coup, je pense que c'est à nous, justement, de changer cette narrative-là en écrivant. Et c'est sûr qu'on a un travail de sensibilisation à faire sur l'importance de la lecture auprès des jeunes enfants. Quand je fais des événements, je me rends compte qu'au lieu de présenter mes ouvrages ou la maison d'édition, je passe beaucoup de temps à convaincre que c'est important que les enfants prennent un livre. Et même s'ils ne savent pas lire, justement, leur proposer des livres parce que justement leur imaginaire va se construire autour des personnages, autour de ce qu'on peut leur raconter. Et quand ils arriveront à l'école, parce que pour les enfants en tout cas de la diaspora, ils seront obligés en fait de rencontrer des préjugés, des difficultés liées peut-être à leur couleur de peau, à leur origine, à leur religion. Ils sauront que c'est pas vrai. Qu'ils ont les capacités, comme tout le monde, de faire tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils l'auront vu potentiellement dans les livres. Donc je pense que c'est important d'introduire le livre comme outil de représentation dès le plus jeune âge. D'accord. Alors parlez-nous de certains de vos ouvrages, par exemple. Vous nous conseillez quoi pour des enfants de 6-8 ans éventuellement?
Et encore, vous dites qu'il faut commencer très tôt. La lecture, il faut donner aux enfants le plus tôt possible des livres. Certains vous diront, il y a des psychologues qui vous diront, même quand l'enfant est dans le ventre de l'enfant, vous pouvez déjà commencer à lire parce que justement, vous alimentez quelque chose. Donc, bon, moi, je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas aller jusque-là, mais typiquement, là, la dernière collection de livres qu'on a sortie, c'est une collection de livres qui s'adresse aux enfants à partir de 18 mois. Moi, personnellement, j'ai 3 enfants, j'achète des livres à mes enfants dès leur naissance parce que j'instaure ce rituel-là, en fait, jusqu'à ce que naturellement, l'enfant aille de lui-même prendre un livre, même s'il ne sait pas lire. Ma fille, aujourd'hui, a 2 ans, elle est capable de tourner les pages et de reproduire les sons. Et elle a acquis un vocabulaire qu'elle n'aurait certainement pas si... elle ne lisait pas aussi, en tout cas, si on ne lisait pas des histoires. Donc, rapidement, un livre que vous appréciez tout particulièrement, dont vous êtes fière, éventuellement? Alors, je suis fière de tous les livres que j'ai écrits ou que j'ai édités. Mais celui qui fonctionne beaucoup, surtout ces temps-ci, c'est Stop la tablette. Oui, qui fait partie d'une collection de livres, Les Aventures de Papayo. Pourquoi? Parce que, comme tous les parents, je fais face justement à une surconsommation des écrans, que ce soit le téléphone, la télé, etc. Et l'objectif, c'est pas de se poser en moralisateur auprès des parents, mais c'est juste qu'on essaye de mieux expliquer à nos enfants pourquoi c'est pas toujours bien d'être sur le téléphone. Pourquoi il faut faire attention à ce qu'on consomme. Donc en gros, ce livre sensibilise à tout ça. Et pour finir, aujourd'hui, vous avez une maison d'édition, c'est-à-dire que des gens viennent frapper à votre porte pour éditer leurs livres. Tout à fait. Et ça semble coûteux. En tout cas, moi, j'ai pas connaissance de comment ça se passe. Ça semble même difficile. Oui. Comment ça se passe, quoi? D'accord. Oui, alors c'est coûteux. C'est le prix de l'indépendance. Bien sûr. Parce que justement, à partir du moment où on ne veut pas d'investisseurs, enfin, c'est pas qu'on ne veut pas d'investisseurs, mais qu'on a une ligne éditoriale où on veut ce qui ne se fait pas trop, ça a un coût. Voilà, donc pour le moment, je suis en autofinancement, mais je travaille maintenant avec des partenaires. Donc j'ai un distributeur en France, mais aussi à l'étranger. Je commence aussi à entrer dans certains pays africains, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Donc mon objectif, c'est que ces livres-là soient diffusés partout. Pourquoi? Parce que la diaspora est partout par définition. Et coûteux, oui, aussi. D'accord. Donc, en gros, une personne qui souhaite éventuellement qu'il y ait un livre à éditer peut vous contacter Anka Elevation pour éventuellement proposer, voir s'il y a possibilité d'édition. Et j'insiste sur un autre point, c'est pas parce qu'il y a des noirs dans les livres que c'est que pour les noirs. On est d'accord que c'est un livre... Ce sont des livres destinés à tout le monde, à tous les publics, à tous les humains, on va dire vert, jaune, rouge, bleu, blanc. Tout à fait. En fait, justement, ça, c'est quelque chose, c'est une remarque qu'on me fait très souvent, surtout quand je suis dans les grandes enseignes, etc. Dans mes livres, en fait, il y a tous les personnages. La seule différence, c'est que les personnages principaux sont afrodescendants. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les grandes maisons d'édition ont compris, et bien sûr, il y a tous les personnages. Mais le problème, c'est que ce sont toujours ou très souvent des personnages secondaires. Anka Elevation préfère justement mettre en avant pour justement rééquilibrer cette représentation. Donc sur mes couvertures de livres, c'est à 100% des personnages noirs, mais dans le livre, effectivement, il y a toute origine, quoi. Bien sûr, et ça s'adresse à tout le monde. On prône l'inclusion en général, oui, l'humanité tout simplement. Voilà, merci beaucoup en tout cas Awisha Traoré, très belle découverte. Je pense que vous confirmez tous, Baba. Oui, et puis surtout, Stop la tablette, c'est vraiment... on est d'accord, c'est important. Inspiré, quoi. Quand on parle d'éducation, quand on parle de tout ça, vous confirmez, hein, messieurs. C'est extraordinaire. Déjà avoir l'idée, l'audace de créer une maison d'édition, l'envie d'écrire et de transmettre ça, sincèrement, chapeau, madame. Merci. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Lassana Camara. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes encore une fois sur Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces initiatives, ces porteurs de projets qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Et vous êtes bien à la bonne place, mesdames et messieurs, bien sûr. Enfin, alors, on continue, on va accueillir tout de suite notre cher Fat Bintou qui va nous parler de business. Mesdames et messieurs, c'est parti pour Dynamique africaine avec Fat Bintou. Alors Fat Bintou, aujourd'hui, toi, tu vas nous parler des Nana Bands, donc ces femmes qui ont réussi et qui ont plein de choses à nous apprendre pour le coup. Tout à fait, je vais vous parler des Nana Bands. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Nana Bands?
Non. Oui, quand même. Alors, il faut savoir que les nanabennes sont des femmes qui ont révolutionné le monde de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Elles ont inspiré énormément de monde et ça continue encore aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous poser une question. Selon vous, quel est le lien entre le Ghana et la Hollande? Le Vax. Le Vax, tout à fait. Alors, oui, au Ghana, il y a eu l'arrivée de l'entreprise Vlisco. Donc, c'est l'arrivée des premiers wax hollandais. Donc, il faut savoir qu'ils sont arrivés par le port d'Accra, au sein duquel cette entreprise vendait des wax résistants, très colorés, parce qu'en Afrique, on aime quand même la couleur, et à très bon prix. Donc, ça a rencontré un très franc succès dans le pays, à tel point que les femmes togolaises allaient aussi au port d'Accra se fournir. Ce qui s'est passé, c'est que quand Nkrumah est arrivé au pouvoir, il y a eu une décadence de l'exportation de tissus. Donc, c'est là que les nanabennes entrent en jeu. Elles ont vu une opportunité dans cette décadence et du coup, elles ont signé un contrat d'exclusivité avec l'entreprise directement pour qu'elles puissent être les seules redistributrices, on dit comme ça, voilà, les seules distributrices du wax en Afrique de l'Ouest. Donc, ces femmes, il faut savoir qu'elles viennent de petits villages. Elles sont principalement illettrées, elles n'ont pas été à l'école, mais elles sont très ingénieuses. Une fois qu'elles ont gagné le marché, elles sont devenues grossistes. Et leur secret, c'est quoi? C'est qu'elles ont une connaissance approfondie des valeurs africaines, des traditions et surtout un réseau commercial très étendu. On sait tous qu'en Afrique, le commerce, finalement, fait partie un peu de la vie de tous les jours. Et c'est ce qui leur a permis d'être émancipées et de faire preuve de figure emblématique du commerce africain. Et il faut savoir aussi que tout cela repose sur une très grande solidarité entre elles. C'est un peu dans l'air du temps, on parle beaucoup de solidarité dans le business, etc. Ces femmes-là, c'était vraiment leur leitmotiv. Elles se soutenaient, voilà, de sororité, tout à fait, elles se soutenaient. Et pourquoi alors on les appelle les nanabennes? Elles étaient riches, elles étaient puissantes. Donc, comme elles avaient beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles investissaient et elles s'achetaient des Mercedes-Benz. Bah oui, hein? Des Mercedes. Alors à l'époque, en Afrique, ce n'était pas démocratique d'avoir une voiture et encore moins une voiture de cette gamme-là. Donc ces Mercedes-là, elles les prêtaient même aux chefs d'État quand ils recevaient des visites officielles, etc. Mais attention, j'ai dit que c'était des commerçantes. Donc en échange, elles pouvaient profiter d'avantages fiscaux. Ce n'est pas négligeable. À votre avis, leur chiffre d'affaires est estimé à peu près à combien de francs CFA? Bon, on dépasse les millions, hein. Je vous donne un indice. Ah, en milliards? Ah oui, oui, là, on est dans les milliards. Hein. 10 milliards? Non, un peu moins, un peu moins. 7 milliards. Disons 1 milliard, c'est déjà pas mal. D'accord? 1 milliard, soit près de 2 millions de dollars. Donc, avec cet argent, qu'est-ce qu'elles font? Elles investissent. Elles envoient leurs enfants dans des écoles prestigieuses en Occident. Ça veut dire que aller envoyer leurs enfants dans ces écoles, ce n'était pas juste comme ça pour le prestige. C'était pour que voilà, le flambeau puisse être repris. Donc, toutes les belles histoires ont une fin, bien sûr. Donc, l'histoire des nanabennes a commencé à se décliner. Aujourd'hui, il y a les nanettes. Donc, ce n'est plus les nanabennes, mais il y a les nanettes qui sont formées et qui perpétuent l'héritage de ces femmes exceptionnelles. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Je pense qu'on va conclure ensemble. Hein. Bah allez, concluons. Je garde mon petit micro. Tu peux garder le micro si tu veux. On va conclure ensemble. Et puis ça fait, c'est sympa. Hein. On est mignonnes quand même. Oui, voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Jazz Africa. On a appris sur les nanabennes. On connaissait le nom, on connaissait un peu leur histoire, mais pas aussi profondément et spécifiquement. Donc merci beaucoup. Fat Bintou, on va terminer cette émission avec le débat du jour. Donc encore une fois, ce sont les téléspectateurs qui nous envoient soit un thème, soit une photo, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et aujourd'hui, on aura le droit à quoi? À une image ou à un proverbe ou à une thématique? À une image, on me dit à l'oreillette, à une image, eh bien on regarde et puis on débat sur la thématique. D'accord, donc effectivement, les naufragés, donc, qui font encore trop souvent l'actualité. Donc ces personnes qui sont prêtes à tout pour partir de l'Afrique. Et c'est dérangeant encore aujourd'hui de voir ce type d'image. On sait très bien qu'au Sénégal, là, tout récemment, il y a eu malheureusement de nombreuses personnes qui ont perdu la vie. Et encore une fois, ça continue. Ça n'empêche pas que les gens continuent à prendre donc, ces pirogues, à prendre ces bateaux de fortune pour essayer d'avoir un avenir meilleur. Donc que faire? Où en sommes-nous? Comment
comment faire quoi. Qui souhaite réagir? Baba? Déjà empêcher, je vais juste donner des chiffres. En 2023, l'année dernière, il y a eu, selon une étude espagnole, 13 000 morts ou disparus en une année. Les 5 premiers mois de cette année, 5 000 sont morts ou disparus. Donc, et j'ai l'impression qu'on ne prend pas assez en compte, où il n'y a pas cette volonté politique, parce que 5 000 morts en 5 mois, c'est 1 000 morts tous les 5 mois. C'est énorme. Et ces personnes-là, vous voyez, regardez, il y a de la surcharge, et je pense qu'il faut une volonté. La seule solution, c'est de bannir, pour moi, de traverser par la mer, et essayer de trouver la légalisation ou voir, mais évitons le désert et la mer, mais en fait, il faut trouver une alternative. C'est vrai qu'à dire comme ça, c'est très compliqué parce qu'il y a, c'est un business qui rapporte énormément d'argent. Il y a des gens qui n'ont pas honte de mettre autant de personnes sur un bateau. Mais en même temps, il y a la raison même de ce départ-là. Peut-être que déjà, il faudrait peut-être combattre ces raisons-là. Pourquoi les gens partent, Lassana? Pourquoi les gens partent? Il y a la pauvreté, il y a le fait aussi qu'on ne met pas l'accent sur les études aussi. Pour dire qu'en apprenant, en ayant des initiatives, en créant des entreprises, comme l'idée du jeune Sierra Leone par exemple, qu'on peut réussir. Ça, c'est un débat qui est vaste. C'est un drame collectif, je pense qu'on est tous concernés par ça. Tous concernés, bien Pour sûr. ma part, je pense que oui, il y a certainement l'hypocrisie européenne, mais il y a une responsabilité des pays africains qui ne prennent pas leurs responsabilités, parce qu'on sait ce qui se passe dans le désert. Enfin, voilà, les ressortissants, par exemple, je pense à l'Algérie ou au Maroc qui déposent des ressortissants d'Afrique de l'Ouest à la frontière. Qui vient les sauver? Voilà, donc je pense qu'il y a une responsabilité. L'Europe, je pense que faudra rien attendre parce que eux, ils payent justement certains pays pour se charger de ça. Donc c'est pas eux qui vont venir les sauver. Par contre, je pense que c'est à nos pays, les pays africains, justement de travailler sur ce qui se passe en interne. Pourquoi ces jeunes en fait préfèrent? Ils savent qu'il y a des morts, qu'il y a des risques, les gens meurent. Ils savent très bien. Donc personne n'a envie de vivre ça, en fait. Les gens ici ont l'air de croire que non, les gens ils fuient quelque chose, ils veulent offrir un avenir à leur famille, etc. Donc je pense que c'est à nos pays africains de prendre en charge ces sujets-là. Alors moi je pense qu'ils immigrent par espoir, parce qu'ils sont à la recherche des droits d'eau, mais on doit leur faire comprendre que le rêve africain existe. C'est ça. C'est-à-dire que la cause, c'est mettre en place un rêve africain, résoudre des problèmes internes. On a parlé de pauvreté. Je pense qu'il faut créer plus. On a parlé du fait qu'il y a 15 à 10 millions de jeunes chaque année sur le continent africain qui doivent faire face à l'emploi. Donc il faut mettre en place des programmes pour pouvoir accompagner ces jeunes, pour créer des entreprises, pour pouvoir vraiment lutter contre le chômage. Le deuxième point, c'est vraiment l'équation entre la formation en fait, et les opportunités sur le continent. Ils immigrent parce qu'ils n'ont pas d'emploi aussi. Donc il faudra les former sur les zones ou bien dans les secteurs où il y a de l'emploi. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Pour terminer rapidement. Moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Vraiment, je suis très émue parce qu'il y a presque 15 ans, il y a 100 jeunes de mon village qui sont partis, qu'on n'a jamais retrouvés. Ah, oui. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil. Pendant 10 ans, je disais non, ils sont emprisonnés. Je ne sais pas, j'ai fini par accepter. Et là, il y a tout juste un an, tous leurs petits frères sont partis et on n'a toujours pas de nouvelles. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment une grosse vague des jeunes de mon village qui sont partis. Et moi, du coup, j'ai envie d'écrire une pièce de théâtre sur cette thématique-là, mais pas pour raconter le pourquoi ils sont partis, etc. Moi, j'ai envie de parler de l'attente de ceux qui restent, en fait, parce que je l'ai vécu et je sais que cette attente aussi, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on arrive à leur faire prendre conscience. Et quand ils partent comme ça, qu'ils laissent leurs parents, ils laissent tout derrière eux et qu'ils prennent ce risque, c'est qu'ils comprennent est-ce que ce risque, il vaut vraiment la peine en fait d'être pris. On va terminer sur ces paroles. Merci beaucoup à nos invités, merci beaucoup à nos chroniqueurs Babadem ainsi que Fat Bintou. C'était un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspa Africa. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Encore une fois, cette émission, c'est la vôtre. Merci bien sûr à toutes les équipes techniques, merci à nos diffuseurs et bien sûr, merci à notre sponsor officiel Orange Monnaie Europe. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre émission Diaspa Africa. Allez, bye bye.
Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Mais j'y pense tout le temps. J'ai besoin de vous détendre. Ah. La clé, c'est la respiration. Et dans l'expiration, on rejette l'envie. Oui. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je suis avocat au barreau de Paris. J'exerce dans un cabinet qui s'appelle Kimia Avocat, ou qui est plutôt un réseau avec mon confrère Charles-Stéphane Marchiani, qui est notamment consacré à l'Afrique. Et Kimia d'ailleurs veut dire paix en lingala. Et nous intervenons dans différents pays en tant que conseil dans le domaine évidemment juridique, mais aussi dans le conseil en investissement. Et c'est dans ce cadre-là que, travaillant pour le port de Pointe-Noire, nous avons décidé d'organiser ce business forum, ce forum d'affaires pour le port de Pointe-Noire, pour susciter de l'intérêt chez les entreprises, pas que les entreprises françaises, mais aussi étrangères, puisque nous avions aussi des Turcs, nous avions le Conseil économique de Chine qui était présent, susciter de l'intérêt pour investir à Pointe-Noire, qui est une zone économique importante en Afrique. Dans le cadre d'une réflexion qu'on a menée avec le port de Pointe-Noire, qui est notre client, et qui cherchait comment amener des investisseurs à Pointe-Noire, et se pose aussi la question juridique et fiscale, puisque Pointe-Noire, non seulement c'est le port, mais c'est aussi les zones économiques spéciales qui présentent des avantages fiscalo-douaniers intéressants pour les entreprises, et donc c'est comme ça qu'on a été amené. Effectivement, on n'est pas des organisateurs d'événements, on n'est pas dans l'événementiel, mais on a créé comme ça cet événement en faisant appel à un certain nombre de partenaires, notamment le CIAN, qui a été partenaire de ce projet, et d'autres partenaires qui sont tournés vers l'Afrique, comme votre chaîne également, et puis des acteurs de Pointe-Noire, comme AGL, comme MSC, comme Congo Terminal. Donc l'avocat, comme nous, qui sommes un peu spécialisés en investissements internationaux, trouve un intérêt à pouvoir réunir et présenter les avantages, notamment juridiques et fiscaux, que présente Pointe-Noire, sa région, ou les dispositions législatives. Et le gouvernement congolais a bien joué le jeu, les autorités congolaises aussi. L'objectif, et j'espère qu'il a été atteint, l'objectif c'était de susciter de l'intérêt et que certains manifestent de l'intérêt ensuite pour Pointe-Noire. Alors je pense qu'on a suscité de l'intérêt parce qu'on avait quand même 300 personnes qui sont inscrites à ce forum d'affaires qui étaient sur Pointe-Noire. Alors Pointe-Noire c'est le Congo, mais c'est quand même très spécifique. Pointe-Noire, le port de Pointe-Noire. Et puis ensuite on avait du monde aussi au déjeuner officiel, qui était présidé par le ministre des zones économiques spéciales. Le bilan qu'on en tire, je crois qu'on a suscité de l'intérêt. Pointe-Noire suscite de l'intérêt. Mais nous, il ne s'agit pas de faire une journée pour une journée. Il s'agit de faire une journée pour continuer ensuite, notamment par un suivi, peut-être sur place. Que notre idée, c'est ensuite, pour des entreprises qui manifesteraient un minimum d'intérêt pour Pointe-Noire, c'est de les emmener là-bas, pour qu'ils se rendent compte, pour approfondir, parce qu'on n'investit pas comme ça quelque part. Donc, je dirais, il faut une suite. Et donc, on va travailler sur la suite, c'est-à-dire comment maintenir cet intérêt d'investir à Pointe-Noire. Nous, évidemment, on s'adressait aux investisseurs français, mais on veut s'adresser aussi à d'autres investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'on pense, alors c'est peut-être utopique, mais je ne pense pas, c'est que demain, on ne va pouvoir investir en Afrique, être présent en Afrique, que si on travaille avec d'autres. Chinois, Turcs, etc. Il faut changer un peu notre logiciel. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Parce qu'il y a le port et parce qu'il y a tous les transports à Pointe-Noire. Donc vous avez évidemment le bateau, mais vous avez le chemin de fer. Vous avez la route, vous avez un aéroport. Donc je dirais pour un investisseur,
à partir de Pointe-Noire, il peut se diffuser dans toute la région, jusqu'au Tchad, la Centrafrique et surtout la RDC, qui est quand même un marché énorme et qui ne demande qu'à se développer. Bonsoir, bienvenue dans l'entretien du jour. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Atay Ag Mohamed, vice-secrétaire aux relations extérieures, CSP, DPA. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir notre invitation sur Global Africa Télé Sud. Avec vous, on parlera de la situation au Mali, plus précisément au nord, où les combats ont repris entre le CSP et l'armée malienne. Concrètement, à qui incombe la responsabilité de la reprise des conflits? En tout cas, merci de votre invitation. Nous, on estime simplement que pour ceux qui suivent la situation, c'est très facile de savoir qu'il y a le gouvernement de la junte mis en place depuis 2020, mi-2020, qui a décidé d'aller complètement, n'est-ce pas, en déphasage ou même en contradiction des engagements qui permettaient de cesser le feu entre les parties signataires de l'accord d'Alger de 2015, qui a aussi opté pour une logique d'utilisation, n'est-ce pas, de l'action violente pour, entre guillemets, supposer restaurer la souveraineté du pays, l'intégrité nationale, et qui a aussi mis dehors ou qui a décidé de rompre toute relation avec toutes les initiatives locales, régionales, internationales, qui s'étaient déployées elles-mêmes pour accompagner un engagement national qui était l'accord d'Alger. Donc c'est très simple. Je pense que la responsabilité, elle est relative, mais elle est principalement celle du gouvernement, de la junte. Principalement en cause, vous n'êtes pour rien dans cette affaire? Je ne pense pas que ce serait pas juste de dire que... Parce qu'il y a l'effet de causalité dans chaque chose. On ne peut pas, en toute sincérité, se lever de dire que je n'en ai absolument rien. Mais si l'autre pose des actes qui ont des conséquences, qui peuvent en déployer d'autres, je pense que quelque part, elle est plus ou moins partagée, mais à des échelles très très différentes. On va clarifier les choses. Avez-vous des liens avec les terroristes d'AQMI qui ont revendiqué avec des vidéos à l'appui, je précise, l'embuscade contre les Russes et les Hamas le 27 juillet dernier? Ça dépend de ce que vous appelez vidéos à l'appui. Nous, on n'a pas de lien avec AQMI. Et AQMI n'est pas la principale organisation. Aujourd'hui, c'est le JNIM qui est présent dans la région. C'est une organisation qui était d'AQMI, qui est une organisation dans la région de Sahel depuis les années 2000. Ils sont présents, ils ont leur agenda, ils sont autonomes, ils n'ont pas besoin de nous, et nous non plus. Donc je ne pense pas qu'on ait aujourd'hui besoin, 10 ans après, 15 ans après, de justifier qu'on en a des relations parce qu'il y a la preuve qu'on n'en a pas. Donc s'ils revendiquent tous celles qu'ils ont commis, c'est qu'ils sont autonomes. Ils n'ont pas dit qu'ils ont commis avec nous, qu'ils sont avec nous, ils ne l'ont jamais dit. Mais il y a un discours qui monte à Bamako qui dit que vous avez des liens avec AQMI et d'autres groupes terroristes comme Al-Qaïda par exemple. Est-ce que vous démentez cette information? Mais c'est de bonne guerre de la part de Bamako de le dire. Al-Qaïda n'a jamais dit qu'il a des liens avec nous. Sortez-nous quelque chose où Al-Qaïda dit qu'il a des liens avec nous. Jamais, sur aucune opération. Nous, on est autonomes. On est une organisation qui a un état-major militaire, qui a une décision politique, qui a une plateforme de revendication politique, qui met en avant les raisons de son combat, de sa lutte, de sa cause, et qui les défend en respectant des normes internationales de guerre, en respectant toutes les communications en lien avec des gens porteurs d'un projet de société. On ne peut pas être comparé à des organismes djihadistes qui ont un combat qu'ils assument pleinement, qui ne dépendent pas de nous, et ces combats-là ne sont pas seulement au Mali. Donc voilà, je pense qu'il est très facile d'utiliser un raccourci comme ça, mais nous, ça nous fait nous chez nous froid. On sait qui nous sommes, nous restons qui nous sommes, et notre cause ne peut pas l'être. Vous combattez les forces maliennes avec la force Wagner russe. Est-ce que vous êtes appuyé par l'Ukraine? Nous répondons à une offensive de forces qui répondent de la junte malienne, accompagnées des mercenaires russes de Wagner, qui ont décidé de s'attaquer à notre peuple, à notre territoire, à nous-mêmes, sans respect d'aucune forme de règles existantes.
Et ça, je pense que c'est la suite et la continuité d'une résistance qui ne date pas de nous. Avec l'Ukraine, ça aussi c'est une question. Avec l'Ukraine, on a des rapports, on l'assume pleinement, qu'on discute avec l'Ukraine en tant qu'État, pas en tant que groupe de mercenaires. C'est votre allié dans la bataille contre les forces maliennes? Je ne dirais pas allié, c'est trop avancé. Ils vous ont aidé dans des combats? Non, pas aidé dans les combats, il n'avait pas d'effectifs sur les terrains. Il y a des articles qui démontrent que l'Ukraine a ouvert la voie souvent aérienne pour vous, pour démontrer cette information. Non. Jamais? Aucune collaboration? Dites-nous qu'est-ce qui a démontré qu'il y a des voies aériennes pour nous? Jamais, ça n'a pas existé. Jamais. Avec l'Ukraine, on a des contacts, on discute, on échange d'informations sur les profilages, n'est-ce pas, des individus qui ont souvent malheureusement des mercenaires qui ont tué des citoyens ukrainiens en territoire ukrainien, qui ont tué des Africains en Centrafrique, d'autres Africains au Soudan, d'autres, n'est-ce pas, en Libye, et qui sont chez nous aussi pour tuer d'autres Africains sur notre sol. Et on répond à ça. Et il se trouve que l'Ukraine a le même intérêt que ces mercenaires soient touchés. Donc on en parle sur ces questions, mais l'Ukraine n'a jamais dit qu'il combat pour nous. Vous avez un compagnon des ministres au sein du gouvernement, mais pourquoi ils ne vous ont pas suivis? Parce que ça aide de répondre à cette question. Ils sont mieux placés. Je pense qu'un jour, vous les aurez au plateau, leur poser la question pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés au gouvernement au titre de nos organisations signataires de l'accord d'Alger et qu'après ils sont restés. Après, chacun est libre de faire ses choix. Ce n'est pas une question d'individu ni de communauté. Mais ils sont restés. Il y a d'autres aussi qui combattent aux côtés des FAMAS. Est-ce que vous vous sentez légitime de parler au nom encore du CSP? Ben, voilà, la légitimité, elle est relative. Nous, c'est notre cause qui nous rend légitime. C'est son histoire, l'histoire de cette cause-là. C'est ce que l'on met en avant qui nous rend légitime. Et on sait aussi qu'on est chacun représentatif d'une communauté, d'un lieu donné. Donc cette question de légitimité, de l'égalité, je pense qu'au Mali, en parler aujourd'hui et poser la question à un camp contre un autre, c'est un peu vouloir chercher, n'est-ce pas, des poux dans des cheveux déjà fatigués. Donc voilà, je ne crois pas qu'on en est là. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on est porteur d'un idéal politique, on est porteur d'une résistance soutenue par des communautés, des populations, un peuple, une cause qui ne soit pas liée à nous. Et même si on ne le faisait pas nous, d'autres le feront. Donc voilà, il appartiendra au parti, en toute responsabilité, d'estimer est-ce que la violence serait la bonne option. Nous, on pense que non. La guerre ne résout pas les problèmes. Mais si elle s'impose, on est obligé en tant que peuple, pour préserver la survie et l'acquis, de nous défendre. Et on le fera en toute légitimité, on l'assumera. D'ailleurs, on l'assume pleinement. De votre cause, c'est l'indépendance de l'Azawad. Vous le dites clairement aujourd'hui. C'est l'Azawad. L'indépendance de l'Azawad, c'est une des formes de revendication. Pour l'instant, nous sommes dans la revendication parce qu'on a une plateforme politique. Le CSP est fait, n'est-ce pas, d'une coalition de plusieurs organisations qui a chacune son histoire propre, qui a chacune, n'est-ce pas, sa tendance de vision politique. Et aujourd'hui, notre revendication autour d'une plateforme, c'est la question du statut juridique et politique de l'Azawad, qui voudrait beaucoup de choses en son sein, soit dans une logique de souveraineté nationale, si on arrive un jour à trouver, n'est-ce pas, cette option avec des gens qui en valent la peine de débattre sur la question. Sinon, pourquoi pas, si l'histoire donne bonne raison aux indépendantistes, aux séparatistes, je pense qu'ils l'emporteront. Et c'est la mouvance aujourd'hui. La plupart des gens perdent espoir, surtout ceux qui croyaient en la République, ceux qui ont combattu au sein du CSP. Il y a des gens qui nous avaient combattu précédemment contre l'indépendance, contre d'autres types de revendications, mais aujourd'hui qui ont tiré des conclusions plus fortes que les nôtres. Mais voilà. Donc pour l'instant, nous sommes dans cette logique de mettre en... Justement, est-ce que vous croyez encore à la République? La République, c'est un principe. Je crois quand je vois des modèles qui fonctionnent ailleurs, en tant que citoyen, je pense qu'il y a une possibilité toujours de faire une République, mais une République, c'est